What is Gwen Stefani's style? It's a hot mess. And that's what I like about it, okay? There's no rules, okay? Whatever makes you feel happy and whatever makes other people feel uncomfortable. Pretty much what I like to do. Dans la vie, rien n'est jamais linéaire et c'est ça qui en fait quelque part sa beauté ou alors son peps. On peut être encensé un jour pour quelque chose et être exactement maudit ou haï pour exactement la même chose quelques années plus tard. You know, I was driving the car, I had the idea of something, a very specific kind of record I wanted to make. On peut être vu et légendé comme un héros quelque part et observé pour exactement le même fait comme un bourreau de l'autre. Et ça peut se passer aussi dans le monde de la pop. Parce que depuis quelques années, ça n'a pas dû vous échapper, Gwen Stefani est devenue une sorte de paria de la scène pop. Chaque fois qu'on parle d'elle dans les magazines, c'est toujours la même chose. La reine de l'appropriation culturelle des magazines comme The Guardian, Essence Magazine, Marie Claire, Neon Mag. Chaque fois, maintenant qu'on reçoit une alerte sur Gwen Stefani, ce n'est plus pour nous parler de la pop star glamour et déjantée des années 2000, mais c'est pour revenir sur ces faits d'ordre d'appropriation culturelle au point d'avoir eu encore un scandale en 2023. Et on va donc essayer de comprendre comment Gwen est passée de cette pop star déjantée et appréciée de tous dans les années 2000 à une sorte de mégère de sangsue toujours prête à bondir selon certains afin de s'approprier le travail mais surtout la culture des autres. Tout est lié et tout commence surtout en 1995. Ça aurait pu être une référence à un groupe de rap parisien, mais ça ne l'est pas parce que là, tout de suite, c'est la vraie vie. Jacques Chirac vient de gagner les élections, ses maîtresses et Bernadette font la fête. Nos parents chantent du Céline Dion à tue-tête parce que l'album avec Goldman cartonne. J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Tina Turner aussi est sur les ondes avec la bande originale de James Bond et dans cet écosystème musical, il y a bien sûr le groupe No Doubt incarné par une jolie blonde qui s'appelle donc Gwen Stefani. Ça fait plusieurs années qu'elle fait partie de cette formation dans laquelle son frère l'a amenée et après avoir connu l'échec commercial avec leur premier album en 92, cette année-là ils prennent leur revanche avec Tragic Kingdom, un album qui va asseoir la planète au son No Doubt et le son No Doubt c'est une sorte de woke, c'est-à-dire que tout est structuré à la base pour que ce soit un groupe de ska. Le ska c'est un genre musical jamaïcain qui prend plusieurs influences de cette musique-là, regroupe certaines influences de la musique afro-américaine et c'est de cette musique-là que vont naître le rocksteady puis le reggae, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur cette idéologie-là mais ensuite ils vont ajouter plusieurs autres sonorités comme le grunge rock et cette particularité, cette manière d'aborder la scène musicale de façon un peu différente qui va faire leur force avec des singles comme le fameux Don't Leave, avec des singles comme le fameux Just a Girl. Et dans Don't Leave, vous avez ce côté rock années 70 avec la guitare qui vous fait penser à un côté un peu bossa nova. C'est pour ça que ça transperce nos cœurs quand on l'écoute. C'est-à-dire que c'est un groupe très mixte au niveau des influences culturelles. C'est ce qui plaît, c'est ce qui leur permet de faire 16 millions de ventes avec cet album Tragic Kingdom. Mais le fond de leur petite marmite là reste quand même malgré tout originaire du son de la Jamaïque, du ska. Et d'ailleurs, on les retrouve très souvent sur des sonorités reggae comme sur Sunday Morning qui est une de mes préférées d'eux. C'est un raz-de-marée et ce sont donc aussi les premières apparitions de Gwen Stefani en tant que personnage de premier plan sur la scène pop américaine. Cette jolie blonde un peu déjantée au phrasé si particulier. C'est un ovni qui arrive, elle ressemble pas aux autres chanteuses très glamour. Ils font quasiment 2 ans dans les charts américains et c'est ouf pour eux parce que avant juste de sortir ce 3e album en 95, Gwen Stefani était encore étudiante. Donc l'histoire change d'un coup pour No Doubt, mais il y a quand même une dichotomie dans le groupe. Je sais que vous aimez bien quand on dit dichotomie. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et le truc ici a dû peut-être un peu vous frapper, c'est-à-dire que c'est un groupe dont le son est très mixte, mais dont l'image est pas mixte. Il y a effectivement 3 personnes caucasiennes, donc blanches, et une personne d'origine indienne qui est Tony, l'ex de Gwen Stefani d'ailleurs, et qui lui est originaire de Londres. Mais le succès qui va continuer en 2000 avec l'album Return of Saturn, et ensuite en 2001 avec l'album Rocksteady, qui l'a adopté un son beaucoup plus dancehall, et il se modernisait un peu plus. All the boys say they
va inscrire la mythologie de ce groupe si différent et surtout de sa lead singer peu orthodoxe. Elle s'habille différemment aussi pour incarner toutes leurs influences diverses et retranscrire ce côté déjanté. Elle a des looks bien à part. Rolling Stone parle d'elle à la fin des années 2000 comme étant l'autre reine de la confessional pop pour l'opposer à Madonna. C'est dire le mythe qui se crée autour de Gwen Stefani. Elle commence à arborer certaines coiffures parfois un peu exotiques, certains looks qui prennent source un peu dans la musique justement qu'elle fait. Et ça, c'est adoré de fou par les magazines. On la voit avec des petites nattes, des petits trucs hindous et c'est même renommé mini buns. D'un coup, ça devient populaire et les autres femmes blanches veulent faire comme Gwen Stefani. Et c'est pour ça que d'un coup, elle a la pression de devoir sortir un album solo. Tout le monde lui dit, tu vois, tout le monde parle de toi, t'es vue comme une queen, ton flow, la manière dont tu t'habilles, il faut que tu sortes ton album solo. L'idée commence à traîner alors qu'elle enregistre dans les années 2000 avec les No Doubt. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plupart d'entre vous vont la découvrir sur le fameux refrain de EVE, Let Me Blow Your Mind. En fait, là tout de suite, je veux que vous repassiez dans votre tête le refrain de Let Me Blow Your Mind. Parce que je pense que personne au monde ne peut chanter ce refrain comme ça. Et attention, on est mature ici. Je suis pas en train de vous dire que ça n'aurait pas été mieux chanté par une autre chanteuse. Peut-être qu'Aretha Franklin aurait fait quelque chose de totalement différent. Mariah Carey, Britney Spears. Enfin, tout le monde aurait pu faire des choses différentes. Mais je vous dis que personne ne peut chanter ce refrain comme ça en fait. Sa manière de poser un peu théâtrale, qui joue avec la mélodie un petit peu freestylée, comme si elle était là et en même temps elle se disait je m'en fous, donne un côté nonchalant et totalement groovy à la chanson qui va être adoubé par le hip-hop en fait. Quand EVE et Gwen Stefani sortent ce titre qui va d'ailleurs gagner un Grammy Award, les gens se posent pas trop la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'elle a pris Gwen Stefani alors qu'elle aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Non, beaucoup de gens d'ailleurs dans la zone hip-hop la découvrent, ils connaissent pas tout son parcours dans les No Doubt et ils l'adoubent en fait. La chanson est bien, c'est pas une Britney Spears, c'est pas une Aguilera, c'est cool, c'est frais, elle est totalement dans le truc de la prod de Dre. Donc ses premières sorties de No Doubt sont appréciées par la critique, récompensées par le public. Là sur cette fin d'année 2002-2003, ils sortent un best-of avec la chanson It's My Life qui sera un autre gros tube pop pour eux. Et quand ça se passe comme ça, bien sûr, tout le monde vient vers Gwen et on lui demande mais meuf, No Doubt ça marche bien mais bon voilà quoi, ça marche déjà un peu moins bien. Mais surtout tout le monde te kiffe toi. Les magazines parlent de toi, tu es comparé à Madonna, tu as ton style, tu inspires tout le monde, ta voix. Hey, qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Sors ton album solo en plus. Meuf, oui, tu as 34 ans. Le temps passe. Imagine, tu as un enfant demain, tu auras un gros ventre. C'est pas pour te dire, mais les rides là, ça peut venir. Comment tu vas faire pour te battre avec les petites là? C'est vrai que J-Lo a réussi à 30 ans, mais tout le monde n'a pas la chance de J-Lo en fait. Il faut que tu te presses. 33, 34. Tu es déjà presque bonne pour la poubelle si tu ne fais pas attention. Et ce sont ces réflexions là précisément qui vont convaincre Gwen Stefani de sortir ce que je considère comme étant son chef-d'œuvre. Avec les propos de ses proches parce qu'elle a peur de se lancer en solo, elle va faire l'un des meilleurs premiers singles que j'ai vu une pop star faire dans sa carrière parce qu'il regroupe assez simplement absolument tout. On retrouve son côté burlesque déjanté parce que c'est rare que quelqu'un vienne vous dire en gros que je suis finalement là, j'ai pas trop envie de le faire mais je vais quand même le faire, notamment parce qu'on m'a dit que le temps tourne et que bientôt je serai trop vieille. Vous voyez le caractère très humoristique et humain de la chose, mais aussi dans la manière dont c'est chanté en fait. Elle retrouve son chant un peu théâtral, mais en même temps, comme elle vient du ska, de cette école-là, elle a naturellement, et ça vous l'entendez, une sorte de flow qui passe toujours, et même dans cette rythmique qui est plutôt pop rock, bah en fait, le fait qu'elle pose de cette façon-là, avec tous ses backs, dénote par rapport aux autres. Donc quoi ? 1, elle a un storytelling. 2, une identité sonore.
3, une identité visuelle qu'elle explique elle-même dans la chanson, parce que quand elle finit par se décider de venir, elle dit qu'elle a hâte de se faire de nouveaux fans, qu'elle vous présente donc les fameuses Harajuku Girls, qui seront les 4 filles qu'on va voir derrière elle partout, tout le long de l'air et qu'on découvre aussi dans le clip. Le titre est écrit avec Linda Perry qui a écrit Beautiful de Christina Aguilera, qui a écrit Get the Party Started pour Pink, mais j'insiste sur le fait que quand vous l'entendez, il sonne totalement Gwen Stefani. Encore une fois, plein de personnes auraient pu poser sur cette rythmique-là, mais ça aurait pas sonné exactement pareil. Elle cultive son identité sonore, son identité visuelle, et ça va donc donner derrière l'album Love Music Angel Baby Lamb, où elle va continuer avec exactement le même concept, parce que si No Doubt, et on va revenir sur l'idée du woke, dans No Doubt, le fond reste toujours dans cette idéologie très ska et on retrouve toujours des perles de reggae sur quasiment toutes leurs chansons. Et c'est donc au fond même du woke. Chez Gwen, c'est l'inverse. Elle prend le woke, elle met plein de choses dedans, plein d'influences années 80, R&B, hip-hop, disco. Elle met plein de choses dedans. Elle secoue. Et à la fin, elle te fait goûter. Tu piques, tu goûtes et ça sonne Gwen Stefani parce qu'en réalité, elle, ce n'est pas dans le fond. Contrairement à No Doubt, c'est elle le woke, c'est elle qui façonne absolument tous les ingrédients et c'est pour ça que, alors que c'est très rare sur la scène pop, à 35 ans, elle va arriver et elle va enchaîner les hits avec d'ailleurs EVE qu'elle rappelle sur le fameux Rich Girl. Holla Back Girl qui est produite par Pharrell et là où on voit encore qu'effectivement elle a à ses côtés plusieurs gros magnats du hip-hop qui la doublent pour arriver dans cet univers là et elle répond sur cette chanson à une pique de Courtney Love qui avait dit que en gros elle c'était la cheerleader de No Doubt, c'était le porte-manteau et qu'elle ne valait pas grand chose alors qu'elle était en train de monter au maximum de son buzz. Et donc là elle lui répond de façon assez humoristique avec encore une fois son petit flow et sa petite touche d'humour. Je ne suis pas une Holla Back Girl, c'est-à-dire une fille qui crie derrière les cheerleaders et justement c'est Holla Back Girl à elle, ce sont les fameuses Harajuku Girls. Et c'est ça qui fait la grande valeur de Love Music Angel Baby. C'est comme si vous étiez dans un bus bondé de monde, il y a pas mal de cascades, ça secoue. Mais elle a quand même un sens, une direction dans tous les chemins qu'elle emprunte. Même quand elle passe sur la balade qui est bien sûr cool. Et là on vient sur un son plus inspiré des grandes balades d'Abba, très old school, très bien chanté. Je trouve d'ailleurs que en termes de balade romantique de rupture, elle est encore, selon moi bien sûr, beaucoup plus belle et profonde que Don't Speak. Et là, je sais que je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais j'assume. Cool et magnifique. 10 millions dans le monde, le succès est fou et totalement inattendu pour elle, pour ce premier solo. Mais surtout, ce qu'elle n'avait pas perçu et que l'industrie va tout de suite percevoir, c'est que finalement, cette fille est capable de toucher à tout le monde, de converser avec tout le monde, sans que quiconque finalement ne soit vexé contre elle. Elle est adoubée aussi bien par le rock, le hip-hop, le reggae. Franchement, elle ouvre toutes les portes plus ou moins bloquées du game. C'est rare pour une pop star de ce créneau-là. Et c'est donc ainsi qu'elle va créer avec cet album-là le format qui va lancer bien sûr des albums comme celui de Nelly Furtado qui sera la formule plus R&B de Love Angel Music Baby et la formule un peu plus hip-hop pop sera l'album de Fergie de Duchess. Quand vous écoutez ces deux albums-là, quand vous connaissez Love Music Angel Baby et vous écoutez ces deux albums-là, c'est la structure qui est reprise de bout en bout. On avait par exemple parlé de Brandy et comment elle a appris à plusieurs générations de chanteurs de R&B à structurer leurs harmonies et leurs chœurs. Pour moi, Gwen Stefani, au milieu des années 2000, va structurer la façon de façonner les albums et même les visuels des pop stars. Elle va ramener des clips à grand budget, les premiers singles un peu hip-hop, un peu décalés. Dès que vous écoutez Fergie, Nelly Furtado,
les différents personnages qu'elles vont aborder selon les singles et d'ailleurs les ballades en fait. Quand vous écoutez Cool, vous écoutez Big Girls Don't Cry et que vous écoutez All Good Things Come to End, bah en fait effectivement ce sont pas les mêmes chansons. Mais quand vous voyez la structure des albums, vous voyez très bien qu'ils ont pensé à ces ballades là en écoutant la manière dont Gwen avait structuré son premier album solo. Ce soir, clip de Francis Lawrence, dans un esprit très Alice au Pays des Merveilles. Je ne cache pas que je me suis un petit peu caressé pendant le Elle est belle, clip. hein. Gwen Stefani, elle est géniale. Elle a compris la trad, là. It's a French television, yeah! I believe I can fly. Ces clips sont magnifiques. C'est la nouvelle grande. La tournée Harajuku Girls, avec toujours les 4 dames asiatiques qui l'accompagnaient derrière, va être un énorme succès. Elle va sortir des produits dérivés et simplement en 2006, 2 ans après le premier album, elle va revenir avec un second album qui était lancé cette fois-ci par le titre One It Up. One It Up, c'est un peu le petit frère de What You Waiting For, version beaucoup plus hip-hop vu qu'il est produit par le Neptunes et qu'à l'époque vraiment Pharrell devient un personnage très important de sa vie. Ils bossent beaucoup ensemble et la chanson a quand même un accueil plus tiède que le premier essai. Certains parlent beaucoup de réédit, ça manque d'originalité par rapport à ce qu'elle avait offert la première fois. Et c'est finalement Akon avec la chanson Sweet Escape qui va porter le projet parce que ça va être le plus gros tube vraiment dans le monde de l'album. C'est ce titre qui va porter essentiellement l'album parce qu'en réalité, de Sweet Escape qui devait s'appeler à la base Candyland, pour moi, c'est un album qui n'existe pas réellement. C'est-à-dire qu'elle se retrouve en fin d'exploitation de Love Music Angel Baby avec plein de chansons parce qu'elle a vraiment fait sa sélection et une très bonne sélection comme on l'a vu, ça a très bien fonctionné. Elle se dit qu'elle va offrir les autres chansons à ses fans dans un EP ou un projet en plus. Et c'est donc là que Pharrell lui dit non, pourquoi? Faisons un autre album exactement dans la même veine. Et c'est le problème principal qu'elle va rencontrer avec cet album. C'est-à-dire que finalement elle refait elle-même son propre concept en moins bien. Sauf que les autres, ces deux concurrents, Nelly et Fergie, ayant tellement bien appliqué sa méthode, ça la rend d'un coup en 2006 un peu datée sur son propre format. Quand vous écoutez 4 in the Morning, vous voyez qu'ils ont voulu refaire une sorte de Cool. Quand vous écoutez Now That You Got It, vous voyez qu'avec la prod, elle revient vers un son un peu plus hip-hop, façon un peu All About Girl. Donc, The Sweet Escape va se faire défoncer par la critique. C'est super dur pour elle, mais l'album se vend plutôt bien dans l'euphorie du moment et dans le fait que malgré tout, elle a quand même 2-3 tubes par-ci par-là. Ses visuels sont toujours quasiment parfaits. Elle continue de restructurer chaque clip un nouveau personnage tout en ayant, et c'est ça qui est toujours très fort, c'est Harajuku Girls derrière elle. C'est-à-dire que le concept est le même, elle le modernise un peu plus à chaque fois et elle va en tourner pour cet album-là, tournée qui va être encore une fois un succès. Et c'est à partir de ce moment précis, alors qu'elle va arriver vers les 40 ans, que finalement Gwen Stefani va décider d'elle-même de prendre un peu de recul sur l'industrie musicale, de se consacrer à sa famille. D'ailleurs, elle n'avait jamais vraiment voulu cette carrière solo, donc elle prend du temps. Pendant ce temps, son impact continue d'évoluer dans le game parce que vous allez voir donc arriver les Lady Gaga avec les visuels, les Katy Perry avec les visuels. Et ce n'est finalement qu'en 2012 qu'on va revoir apparaître Gwen Stefani avec un nouveau projet, mais pas tout à fait solo. Tout commence en 1995, oui, cette fameuse année où Jacques Chirac a été réélu malgré le fait qu'il trompait sa femme. Et je sais que là vous vous dites certainement, ça n'a rien à voir. Si ça a à voir, mais vous le comprendrez peut-être beaucoup plus tard sur cette chaîne YouTube. Toujours est-il que cette année-là, No Doubt, c'est un groupe qui essaie de se faire sa place dans l'industrie musicale depuis plusieurs années et ils finissent par cartonner avec l'album Tragic Kingdom. Cet album qui va se vendre à des millions d'exemplaires dans le monde sera aussi la porte d'entrée dans le mainstream de leur chanteuse principale qui s'appelait Gwen Stefani. Gwen Stefani va illuminer les médias, ils vont adorer son look, sa manière de s'habiller un peu différemment et justement l'une des choses que Gwen Stefani va apporter dans la pop culture, c'est qu'elle va souvent faire des nattes bantoues avec son petit symbole hindou et plusieurs magazines vont appeler ça les mini booms, c'est-à-dire qu'on va glamouriser ce style-là sur elle, alors que la plupart des femmes noires qui
à bord des nattes bantoues et qui mettaient des symboles hindous sont toujours jusqu'aujourd'hui super mal vus dans le mainstream. Une femme noire qui mettrait ses petites tresses bantoues, si vous voyez bien, c'est comme ça, vous n'allez pas trouver ça extraordinaire. Alors que Gwen Stefani, elle, comme on l'a vu d'ailleurs, était trouvée géniale parce que elle avait ces fameuses nattes là et ce fameux symbole hindou qui pour beaucoup est totalement désuet quand on le voit chez une femme indienne. C'est-à-dire que cette fameuse chanteuse du groupe No Doubt a profité de tout le glamour de ces coiffures-là sans jamais ressentir les peines que vivent les populations autour de ça. Parce que là, vous l'avez compris, on va repartir sur l'histoire de Gwen Stefani et n'ayez pas peur avec le regard et les critiques qui lui sont faites actuellement. Parce que quand elle lance son fameux premier album solo dont on a parlé, bien sûr, le fameux concept qui va plaire à tout le monde, ce sont les Harajuku Girls. 4 femmes asiatiques qui lui servent en fait en réalité un peu, faut l'avouer, de porte-manteau, c'est-à-dire que ces femmes sont derrière elles, elles sont un peu chosifiées. Le mot Harajuku Girls, c'est un quartier de Tokyo que Gwen Stefani apprécie, son père y a travaillé, mais le fait de l'avoir réexploité de cette manière-là, le fait pour beaucoup d'avoir chosifié ces femmes-là qui étaient toujours derrière elles, un peu comme des, sans vouloir être méchant, des gogoles. I see 4 Japanese girls. Oh, they might be my inspiration. Oh. Yeah, that might be my inspiration. You're feeling them or something like that. Va retranscrire le côté où une femme blanche se met en avant et traite derrière elle d'autres femmes blanches comme des espèces d'esclaves asiatiques. Ça va renvoyer pour beaucoup une image de dominatrice, de prédatrice, surtout que derrière, Gwen Stefani s'est fait de l'argent, c'est-à-dire que l'album a cartonné, ces femmes qui l'accompagnaient partout lui ont servi aussi à vendre du merchandising, des parfums aux effigies totalement japonaises. Et ça aussi donc c'est remis au crédit de son appropriation culturelle en même temps que le fameux, et là je sais que vous avez vu la vidéo sur Iggy Azalea, vous êtes bon quand même maintenant. Bien sûr, elle a fait de la musique d'afro-américain. Un des titres emblématiques de sa carrière, Holla Back Girl, la manière dont elle pose en Holla Back Girl, c'est pas une femme blanche plutôt éduquée qui pose comme ça. Le slang, la manière dont elle prononce les mots, bah en fait c'est comme des femmes afro-américaines. D'ailleurs tout le concept de la cheerleader et tout, la manière dont c'est fait, produite par Pharrell, reprend l'idéologie des cheerleaders afro-américaines, ce qui encore une fois est vrai. Et quand vous écoutez le I Ain't, c'est vrai que Gwen Stefani, quand elle parle en interview, elle ne parle pas comme les femmes du sud des États-Unis. Elle ne mange pas ses mots de cette façon-là. Et ça aussi, ça lui est reproché dans tous ces magazines actuellement. Mais ça ne s'arrête pas là. Le titre Luxurious, qui est un de mes titres préférés de Gwen Stefani, le sample de Isley Brothers est absolument incroyable. Bah, en fait, dans ce clip, vous vous en souvenez, elle est un peu habillée comme une femme latina. Elle est maquillée comme une femme latina, la manière dont elle marche, elle est dans des magasins latina. Et cette culture-là, c'est la culture chola. Et le fait qu'elle se soit habillée comme cette femme latina, qu'elle ait le même maquillage, d'ailleurs le clip est censé rendre hommage à Frida Kahlo, mais le fait qu'elle l'ait fait et le fait qu'elle soit capable de passer entre toutes ces passerelles-là, sans que jamais elle ne subisse le contre-coup, à savoir qu'effectivement une autre femme latina n'aurait pas été récompensée, n'aurait pas été vue de la même façon par le monde occidental, bah en fait est vue comme étant aussi de l'appropriation culturelle. Vous êtes malin, vous avez compris ce qui se passe. Je vous ai expliqué au début l'impact et les bases de ce qu'est Gwen Stefani dans la pop culture et tout ce qu'elle a pu apporter. Je vous remets aussi en perspective derrière les dérives et les critiques que plusieurs des fondements de ce qu'est Gwen Stefani ont créé derrière elle et auxquels elle ne s'attendait pas. Parce qu'effectivement, dans l'année 2005, il y avait une journaliste d'origine asiatique qui avait fait un papier aux États-Unis critiquant les Harajuku Girls qui n'avaient pas choqué beaucoup de monde. Mais elle a quand même continué, elle a fait les 2 albums quasiment avec elle, ça a eu le succès que ça a eu, elle est partie pendant un certain temps et quand elle revient justement avec No Doubt pour un nouvel album en 2012, que j'avais d'ailleurs chroniqué et qui s'appelle Push and Shove, elle va comprendre qu'effectivement le monde a changé. Plein de critiques vont lui tomber dessus, lui rappelant déjà tout son CV. Et en plus, dans un des clips de cet album-là qui s'appelait Looking Hot, elle va s'habiller comme une femme amérindienne. Ce qui va créer un séisme de critiques absolu qu'elle n'avait clairement pas prévu. Alors, vous savez comment j'appelle Gwen Stefani depuis environ 10 ans? Je l'appelle Christophe Colomb. Pour moi, Gwen Stefani, c'est Christophe Colomb de la pop,
au vu des accusations auxquelles elle fait face. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est le débat qu'elle pose, parce qu'elle va essayer de revenir. En 2013, elle se remet avec Pharrell Williams, elle essaie de faire un projet encore un peu pop, électro, hip-hop, avec des singles comme Baby Don't Lie, ou encore 2 autres titres avec Pharrell, et ça flop, et notamment pour moi parce qu'elle a pris trop de temps pour faire un comeback, les visuels qui étaient une de ses forces ne sont pas top, et surtout je pense que au moment où ça flop et qu'elle est à fond avec Pharrell, elle comprend en 2013-2014 que le monde a changé en fait. Elle comprend tout de suite que peut-être que si je refais un autre album très hip-hop, très structuré comme avant, on va finalement me cueillir, et elle change de direction sur le coup parce qu'elle signe à The Voice, et l'album qui sort finalement est un album totalement retravaillé, beaucoup plus pop. C'est une Gwen Stefani totalement nouvelle en fait. D'ailleurs, je le trouve très lisse avec des titres comme Misery ou encore Used to Love You, dont le clip a coûté super cher vu qu'il a été fait en live, mais qui a quand même réussi à lui faire retrouver un certain public dans cette imagerie de ballade pop. I don't know why I cry, but I think it's 'cause I remember for the first time. Mais franchement, cet album, je trouvais que comparé à ce que j'ai connu de Gwen Stefani, c'est quand même super lisse, sans relief. Elle sort après un album de Noël un peu dans la même vibe, mais bon, elle est à The Voice, on se dit aussi qu'elle veut avoir un public plus familial. Et pendant quelques années, le quotidien de Gwen Stefani à partir de 2015-2016, et qui est toujours le même d'ailleurs, a été de devoir répondre à ces fameuses accusations d'appropriation culturelle. Et franchement, là, vous pourriez penser que c'est un mini phénomène, un petit truc dont je vous parle, mais pas du tout. Il y a des dizaines, des centaines d'articles par tous les grands magazines de la planète qui ne reviennent que sur ça. Gwen est en interview, on ne parle que de l'appropriation culturelle. Il y a 3 ans, il y a eu plusieurs émissions partout aux États-Unis et au Canada où le débat était de savoir est-ce que les Harajuku Girls de Gwen Stefani étaient de l'appropriation culturelle. Now, there's a cloud of controversy surrounding singer Gwen Stefani. The topic of the Harajuku Girls, which people are calling an act of cultural appropriation, and that's something Gwen is not here for. Yeah, the former No Doubt singer tells Billboard that it was an homage to Japanese culture, not a caricature. Mais là où le débat prend forme et là où il est super fort, c'est que Gwen Stefani s'est sentie à un moment, je pense, emprisonnée. Ou alors peut-être qu'elle a voulu revivre une partie de ce qu'elle avait déjà vécu, de son ancienne gloire. Elle est allée en tournée, ça a très bien marché. Elle a fait Vegas, ça a bien marché. D'ailleurs, elle a invité Ivy pendant l'une de ses tournées et c'était de bonnes retrouvailles. Et quand elle a voulu revenir dans le game, elle a dit « Let me reintroduce myself ». Laissez-moi me représenter à vous. Et elle a réaffirmé quelque chose de très ferme, qu'elle réaffirme d'ailleurs depuis 10 ans qu'on lui pose la question. Selon moi, je ne m'approprie la culture de personne. J'apprécie plein de cultures, donc voilà, je fais des mélanges, voilà, je touche à tout un peu ceci, cela. Mais à aucun moment, je ne m'approprie la culture de quiconque. J'ai toujours voulu partir d'un bon sentiment dans les différentes aventures et dans les différentes cultures auxquelles j'ai touché. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le clip de Let Me Reintroduce Myself, si vous l'avez regardé, elle reprend tous ses anciens personnages, notamment les personnages problématiques. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a les Ben to Dread, elle a à un moment le petit truc qui ressemble à la culture Shola. Et clairement, à partir de ce moment, le jour où j'ai vu ce clip, je me suis dit, ah, elle va en guerre. Tout simplement parce qu'elle refuse de s'excuser. Vous comprenez le souci? Tout ce qui a fait Gwen Stefani et tout ce qu'on lui demande quelque part de renier en disant bah en fait tu as voulu t'approprier les choses des autres. Donc dans son cerveau à elle, c'est trop. Elle vient du ska, elle a toujours vécu dans le truc où il fallait prendre par-ci, récupérer par-là, mélanger tout ça. Toute sa vie, c'est ça. Et si on lui dit tout de suite là que il faut que tu renies ça, bah pour elle, c'est le monde à l'envers. C'est pour ça que contrairement à toutes les grosses pop stars qui se sont retrouvées dans les polémiques, elle est la seule à dire à chaque fois « Je ne vais pas dire que j'ai mal fait, je vais vous expliquer d'où venait mon sentiment et si je dois vous expliquer 100 fois d'où venait mon sentiment, je vais le faire parce que chaque fois que je fais les choses, ce n'est jamais pour blesser les gens. » Mais c'est un discours totalement inaudible dans les années 2020, surtout justement qu'elle continue. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that.
Oui, sur l'un de ses singles de retour, il y a 1 an avec Switchy, elle est revenue en mode hip-hop pour refaire un peu la Gwen Stefani de All About Girl, reprendre le personnage de la cheerleader, elle avec des femmes noires qui twerk derrière elle, elle s'amuse de fou, donc en fait, elle dit je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Mieux encore, récemment, Sean Paul l'a invité en featuring. Et franchement, les gars, je sais pas si vous me suivez sur Twitter. Dès que j'ai vu la photo d'elle dans le clip, je me suis dit, oh mon Dieu, Gwen, qu'est-ce que tu nous fais encore, Gwen? Je savais déjà qu'elle allait se faire lyncher parce qu'elle a fait des nattes, des rastas pour faire un featuring avec un artiste jamaïcain. Et bien sûr, une grosse partie de la presse américaine a foncé sur elle. C'est la difficile et épineuse question de la différenciation entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle dans un monde occidental. Et bien évidemment, on ne pourra pas répondre à cette question aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes dans une série de vidéos. Cette vidéo suit un peu la précédente, comme plusieurs autres des vidéos qu'on va faire suivront celle-ci sur la même thématique. Et je pense que c'est au fil des vidéos qu'on aura une vision ou un bilan global de tout ça. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est avoir une sorte d'ébauche parce que finalement, on sera d'accord sur ça au moins, ça part toujours d'un prisme. Selon où tu regardes le truc, bah en fait, tu as une certaine vision de la chose, tu as un certain regard, tu es touché d'une certaine façon parce que bien sûr, tout part toujours du bon vieux crime originel, à savoir la différenciation sur la couleur de peau, le bon vieux racisme. What? Et là, je sais que j'ai sorti un gros mot. Certains vont me dire, mais comment il ose, il veut pleurnicher. Nous, en France, on ne voit rien. Nous sommes des daltoniens, pauvres de nous. De quoi il nous parle? Depuis le début, nous, on pensait juste qu'il était le jumeau de Pierre Ninet. Mais enlevons toutes les considérations politiques, machin, les clans. Parlons d'êtres humains à êtres humains. Vous voyez bien qu'au vu de l'histoire et au vu du fait que peut-être qu'on peut ne pas le vivre chaque jour, mais sentir que voilà, il y a une atmosphère où quelqu'un d'autre pourrait vivre une discrimination sur le plan de la race en fait, sur le fait qu'il soit noir ou peut-être asiatique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on va tous condamner ici les fameuses cheerleaders de Gwen Stefani. Parce qu'en plus, quand elle leur donne des noms comme des lettres là, le L, le A, M et le B, bah ça rend encore plus le truc super glauque parce qu'on dirait carrément des animaux de compagnie. Donc on peut pas se dissocier de l'histoire passée, de l'histoire actuelle et vivre une oppression sur le fait que t'es juste noir, ça peut rendre fou, ça crée des frustrations. Moi, je sais pas si j'ai le droit de vous dire, mais l'un des premiers contrats qu'une chaîne m'a proposé, c'était un truc de ouf, une grosse chaîne en plus. Ils m'ont proposé un contrat de fou, une diffusion de la chaîne, machin, j'étais super content parce qu'en plus, moi j'avais pas de vidéo monétisée donc je me disais putain là je vais... Voilà quoi, le contrat se passait bien et tout, juste vers la fin, ils m'ont proposé un truc, ils m'ont dit, ouais finalement on veut que il y a un journaliste avec toi qui ferait les vidéos, tu vas les écrire et tout, et voilà, vous allez avoir, la chaîne sera séparée en termes de revenus, tu auras un revenu pour toutes les vidéos que tu produis, rien que le fait de faire une vidéo et de lui faire des vidéos à lui, et de l'autre côté, il va faire certaines vidéos, il va réciter tes vidéos en gros, et après vous allez faire certaines vidéos en duo, parce qu'on pense vraiment que votre duo va fonctionner. Moi j'ai jamais vu ce gars, et vraiment vous allez péter de fou, voilà, vous allez avoir beaucoup d'abonnés. Et en fait, c'est au fil du contrat et après avoir parlé avec une journaliste que j'ai compris que non seulement ça avait été prévu depuis le début, et que selon leur étude, avoir cette personne caucasienne avec moi leur permettait d'être sûr qu'on toucherait plus de gens, d'être sûr d'avoir plus de revenus, et du coup, s'il n'y avait pas la personne caucasienne avec moi, vu que j'ai refusé, le contrat ne se faisait pas. Et là, je sais que certains vont avoir 10 000 interprétations. Moi, je m'en fous, en fait. Ça me dérange pas, ça, c'est pas très grave. Ce que je vais vous faire comprendre à ce moment précis, c'est que l'inverse ne serait pas forcément produit. C'est-à-dire que dans le milieu des médias, il n'y a pas quelqu'un qui va partir là-bas et après on va lui dire, nous, on veut absolument que Stevie de Music Things, là, le sosie de Pierre Ninet, là, bah, en fait, on a besoin qu'il soit avec toi dans les émissions pour que tu puisses avoir un contrat. Et je ne leur en veux pas. À mon échelle, c'est rien du tout, vu que moi, je continue ma chaîne, j'ai ma petite communauté. Mais quand même, dans leur esprit, ce qu'ils se sont dit, c'est que avec une personne qui est non noire, il toucherait plus de gens. Et c'est exactement ce schéma-là qui se retranscrit. Par exemple, quand les jeunes filles attaquent plein de femmes caucasiennes qui se font des tresses sur TikTok, factuellement, je vais vous dire la vérité, je n'en ai rien à cirer. Je trouve même ça, à titre personnel, parfois ridicule, mais qui suis-je pour leur dire quoi que ce soit? Parce que finalement, ce qu'elles disent, et c'est pour ça que je vous ai parlé de prisme, c'est que peut-être que moi, j'ai un bagage différent, j'ai grandi ailleurs, voilà. Elles se disent peut-être, moi, j'ai toujours vécu ici, c'est mon pays. Pourquoi est-ce que dans mon pays, dans cet endroit où je suis né, je grandis, que j'aime, je suis pas accepté exactement comme l'autre? Pourquoi est-ce que quand je fais quelque chose, on dit que c'est nul, c'est ghetto, c'est dégueulasse, et quand elle le fait, bah en fait, d'un coup, on l'apprécie, et la seule chose qui nous différencie, c'est pas le fait qu'elle est plus intelligente ou autre que moi, c'est juste la couleur de peau. Et cette différenciation d'appréciation, ce poison-là,
bah en fait, il faut le multiplier par 200, par 300 pour se retrouver dans le schéma américain où tout est structuré sous le prisme de la race, c'est-à-dire que voici notre côté, voici votre côté, on vit les uns avec les autres, on se retrouve, faut faire de l'argent et on repart dans nos communautés. Bah en fait, ça exacerbe totalement le tout et vous le voyez d'ailleurs très bien avec les gens très protégés du rock et de la country. Dans le rock et la country, vous voyez très peu d'Afro-Américains. Ça veut dire que c'est très difficile parce que c'est encore un pays qui fonctionne selon certains codes. Et pour la petite histoire, il y a la seule chanteuse de country noire signée qui s'appelle Mickey Guyton. Et il y a 3-4 ans de ça, elle a sorti une chanson qui s'appelait Black Like Me. Elle racontait en gros la difficulté d'être noire dans ces États du sud des États-Unis. Et la première fois que moi j'ai écouté la chanson de Mickey Guyton, vous connaissez un peu mon humour noir. Moi je me moquais un peu d'elle, j'étais en mode ah, elle va aller parler de ça aux fermiers là, est-ce qu'ils vont comprendre? Du coup moi j'ai écouté la chanson et je me suis dit bon courage à elle. You should try to be black like me. Quelques mois sont passés et après la chanson a été nommée au Grammy et je regardais la cérémonie d'un trait comme ça. D'ailleurs j'avais fait une analyse sur cette cérémonie des Grammy Awards et à un moment Mickey monte sur scène et elle rechante la même chanson et je vous assure c'est une vérité, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils changent les chœurs, ils mettent une chorale gospel. En fait comme ça a flopé chez les gens de la country, ils la ramènent chez les noirs et en fait à ce moment précis je comprends la violence de la chose parce que c'est pour ça que même moi qui étais un peu moqueur au début, vous connaissez un peu mon humour. Oh, and someday we'll all be free, and I'm proud to be all black like me. Et le sens de la chanson change parce que comme ça n'a pas pris en country, elle revient à la maison en me disant Black Like Me et d'un coup t'es obligé de la serrer dans tes bras parce que tout le monde comprend ce que ça veut dire et la violence de ce que c'est d'être rejeté juste parce que selon ces personnes-là, tu n'as pas la bonne couleur. Maintenant, j'ai un souci véritable avec tout ce qui se passe autour de Gwen Stefani. Les réactions totalement folles de certains, mais en fait, c'est pour tout le monde. On a vu sur les réseaux sociaux que maintenant, beaucoup de gens se servent de mots qu'ils ont appris dans une cause ou qu'ils ont récupérés dans une cause pour pouvoir invectiver les autres. Et au final, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils desservent la cause. Mais pour Gwen Stefani, ça va extrêmement loin. La polémique de cette année avec le magazine Allure qui m'a profondément révolté, tous mes proches, j'en ai parlé de façon très agacé à quasiment tous mes proches, a fait le tour de tous les gros sites web et tout le monde titrait, lisez bien, Gwen Stefani, My God, I'm Japanese. Gwen Stefani a dit, mon Dieu, je suis japonaise. Ça a fait le buzz, tout le monde est revenu dessus, des TikTok disaient, mais comment ça, elle se prend pour une japonaise? Et ça m'a vraiment frappé la malhonnêteté intellectuelle dans laquelle tout le monde s'est engouffré, y compris la journaliste derrière cet article. Parce qu'en fait, si vous reprenez l'article, on peut le relire. Gwen Stefani explique comment est-ce qu'elle est devenue passionnée pour la culture nippone. Ça ne veut absolument pas dire qu'on la soutient, encore une fois. On a trouvé, vous et moi, que c'était loin d'être malin, voire totalement irrespectueux de mettre ces femmes-là derrière elle et leur donner des noms aux lettres de son album. Mais elle explique qu'en gros, je suis arrivé au Japon, mon père travaillait là-bas, j'ai découvert cette culture-là et je me suis dit, my God, I'm Japanese. Ça ne veut pas dire que c'est bien qu'elle se soit dit ça et c'est même ridicule. Si moi j'entrais dans un salon plein de personnes caucasiennes à Paris, je leur disais d'un coup, mon Dieu, je suis caucasien parce que je vis à Paris. Ils ne diraient rien devant moi parce que eux ils me voient comme Pierre Ninet. Mais dès que je vais partir, ils vont quand même éclater de rire. Donc, c'est pas tant le fait de ce qu'elle dit, mais la manière dont ça a été repris a fait croire qu'elle le disait au présent alors que c'était un extrait d'article où elle racontait son cheminement et elle parle d'ailleurs tout l'article au passé. Dans la suite de l'article, elle explique que si les gens vont me critiquer pour avoir été fan de quelque chose et l'avoir partagé, je pense que ce n'est pas juste. Je pense que c'était aussi une belle époque pour la créativité, un temps où il y avait un ping-pong entre la culture Harajuku et la culture américaine. Ce devrait être normal d'être inspiré par d'autres cultures parce que si on n'est pas autorisé à s'inspirer des autres, ça veut dire qu'on est divisé, n'est-ce pas? La question est intéressante, mais les 3/4 des médias ne l'ont pas pris comme ça. Et en plus, la journaliste retranscrit l'interview, elle ne la donne pas littéralement. Et maintenant, nous précise que je suis une femme asiatique et j'ai été profondément choquée que Gwen Stefani tienne ses propos devant moi. Or, les propos que Gwen Stefani tient devant elle, elle les a toujours tenus. Elle a toujours dit qu'effectivement,
effectivement, elle s'est inspirée. On peut ne pas être d'accord. Depuis le début, elle dit la même chose. Là, tu savais en faisant l'interview avec elle qu'elle allait redire la même chose. Tu ne l'as pas interrompue. Et tu ponds un papier dans lequel tu dis « Mais moi, je suis une femme asiatique. » Elle ne s'imagine pas la violence que ça a été d'entendre ces propos-là de sa part. Et pourquoi est-ce que quand elle vendait ses albums, elle n'a pas redistribué l'argent vers notre communauté? Et ça, elle le dit dans l'article sans jamais avoir posé la question à Gwen. Elle retranscrit ce qu'elle a pensé après avoir été si choquée, ulcérée par Gwen Stefani. Et c'est là que je me suis dit, respectueusement, on vit chez les fous. Yesterday, Gwen Stefani was in the news after she made a controversial statement in an interview claiming, "I am Japanese." The response was as you could expect. Gwen Stefani faces backlash. Gwen voulait débattre. La journaliste voulait qu'on voit à quel point Gwen était méchante, comment Gwen pouvait répéter les propos qu'elle a toujours donnés devant une femme asiatique, comment elle était toujours dans l'oppression et la méchanceté. Et comme d'habitude, ça va toujours très loin avec les réseaux sociaux, parce que le Times Magazine, qui est quand même un grand magazine, fait un article récemment où ils accusent encore une fois Gwen d'appropriation culturelle en disant que ça ne changera jamais. Et tout ce qu'elle fait, c'est que pendant les fêtes de Noël, elle chante en espagnol. Donc elle n'a même plus le droit de chanter en espagnol et ça, c'est l'extrémisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on est parti de quelque chose sur lequel on pouvait débattre, sur lequel il y a des reproches à faire pour tomber dans l'envie de détruire totalement quelqu'un. Et je trouve que c'est totalement inutile et je ne partage pas ça dans l'ère dans laquelle nous vivons parce que je l'avais déjà dit une fois sur cette chaîne, moi je ne peux pas détruire avec des gens avec lesquels je suis sûr de ne pas pouvoir construire. Parce que tous ces gens qui attaquent sur les réseaux sociaux et tout et qui sont entretenus par certains magazines s'opposent très rarement à la question de ce qu'ils construisent ou de ce qu'ils pourraient construire. Moi, quand je vois l'écosystème actuel, Gwen Stefani, pour moi, c'est une des pop stars les plus importantes de ces 20 dernières années. Et elle n'a pas forcément le respect qu'elle mérite, mais elle a apporté plein de choses, rien que dans la manière de structurer les albums et d'entrer dans la musique urbaine. Katy Perry, Fergie, Lady Gaga, Charli XCX, Iggy Azalea lui doivent énormément. Mais en plus, quand vous écoutez Gwen Stefani chanter, on n'a pas l'impression qu'elle se soit appropriée. Elle a malgré tout son propre style. Quand vous entendez Let Me Blow Your Mind, Kelly Rowland aurait pu la chanter, Brandy aurait pu la chanter, Beyoncé aurait pu la chanter certes, mais ça n'aurait pas été Gwen Stefani. Contrairement à beaucoup d'autres artistes caucasiens qui viennent dans la musique afro-américaine, elle a toujours eu sa propre patte un peu bizarre qui a fait justement son attrait. Elle n'a jamais été, selon moi, dans le copie-calque. Elle a sa place sur l'arbre parce qu'elle était différente. Et bien sûr qu'elle s'est inspirée de plein de choses, mais elle a fait de toutes ces inspirations quelque chose d'assez structuré et d'assez particulier dans l'industrie du disque. Aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent absolument la faire tomber sous certaines thématiques, pour moi, déjà de base, sont anachroniques. Gwen Stefani ne cartonne plus. Là, elle fait un retour avec un nouveau single, True Love. Elle a d'ailleurs fait un petit jeu sur TikTok où elle note tous ses hits selon sa préférence. Et bien évidemment, son dernier single, c'est son préféré. Mais en plus, on est dans la totale négation de son apport parce que ces polémiques touchent toujours aux plus faibles et c'est incroyablement sexiste. Vous aurez remarqué que Justin Timberlake, Eminem et plusieurs autres, on leur casse quand même beaucoup moins les pieds sur le fait de savoir comment ils s'habillaient, comment ils étaient et même quand on leur casse les pieds, ça ne devient pas prépondérant à ce qu'ils ont fait dans l'industrie et c'est souvent la particularité de ce genre de polémique, c'est que même dans l'ère dans laquelle nous sommes, c'est beaucoup plus centré sur les femmes, beaucoup plus vif, la manière dont elles se coiffaient, la manière dont elles s'habillaient. Je ne dis pas que c'est forcément idéal. Ça crée un schéma où effectivement, tout en voulant réparer, on attaque plus durement ceux qui semblent plus faibles que les plus forts. Or, ce sont les plus forts qui font le système en fait. C'est-à-dire que si on va sur ce schéma-là, si vous n'arrivez pas à dégommer beaucoup de gros maquenas du game et que vous tombez sur Gwen Stefani et son œuvre, non seulement c'est un contresens par rapport à ce qu'elle a apporté selon moi dans l'industrie, mais au final le schéma va se reproduire vu que ça ne va pas changer et que dans l'ère dans laquelle nous sommes, malgré toutes les critiques qu'on voit autour de cette thématique-là, quand vous regardez les chanteuses actuelles, on n'a pas l'impression que d'un coup nous sommes dans une révolution, que les breads sont acceptés sur les superstars et ce genre de choses, pas du tout. On a même l'impression que c'est pire que dans les années 90, les chanteuses ont toutes des corps en guitare, elles passent toutes par la chirurgie esthétique, elles se ressemblent quasiment toutes, donc soyons un peu modestes sur notre ère et n'essayons pas de détruire tout en bloc. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur la qualité des chansons de votre album? No.
Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo et moi j'ai donc la vision de ce que Gwen Stefani a apporté depuis 20 ans ou 30 ans dans l'industrie et ça me semble malgré tout positif. Est-ce que l'ère dans laquelle nous sommes apportera la même chose dans 20 ans, 30 ans? Je n'en suis pas sûr et c'est pour ça que je préfère être de son côté, me dire que je réfléchis et je débat sur le fait de savoir est-ce qu'on s'approprie, est-ce qu'on fait des liens, quand s'arrêtent les liens. Pour moi c'est très clair. Moi le lien s'arrête quand je ne vois pas la branche. Chez Gwen Stefani je vois toujours la branche, je vois toujours de qui elle s'inspire. Je suis peut-être moins touché par rapport au fait qu'elle se coiffe différemment et peut-être c'est parce que je suis un homme, peut-être que des femmes dans les commentaires, et je les encourage à le dire, seront plus choquées par rapport à ça. Mais même si c'est le cas, je pense toujours que c'est le système qu'il faut attaquer parce que finalement, quand elle se coiffe, c'est pas elle-même qui dit qu'elle est plus jolie ou qui lui donne un nom de coiffure. Donc encore une fois, l'attaquer elle ne changera pas la manière de penser des autres. Et c'est pour ça que je pense que finalement, elle n'est pas à sacrifier pour ce qu'elle représente. Elle veut dialoguer, ce qui semble malgré tout, malheureusement, assez rare dans l'ère dans laquelle nous sommes, comme le montre l'événement avec la fameuse journaliste de Allure. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse de la carrière de Gwen Stefani, de cette vidéo, de son apport dans l'industrie. Est-ce qu'elle a apporté selon vous? Est-ce qu'elle n'a rien apporté? Est-ce que c'est une appropriation culturelle? Est-ce que ça n'en est pas une? Est-ce que c'est l'appréciation culturelle selon vous? Est-ce qu'elle n'a fait que apprécier la culture des autres? Ou alors, est-ce qu'elle les a bouffés sur leur propre culture? Moi, encore une fois, je ne le pense pas parce que quand j'entends Gwen Stefani, j'apprécie ou je n'apprécie pas Gwen Stefani, mais je ne pense pas que les autres auraient fait exactement pareil. Alors que je pense que chez plein d'artistes masculins, tu vois bien le mimétisme. Dites-moi quelle est votre chanson préférée d'elle. Est-ce que vous pensez comme moi que son premier album a eu un énorme impact dans l'industrie qui continue d'avoir? Qu'est-ce que vous pensez des différentes polémiques qu'elle enchaîne depuis des années? Légitime, pas légitime? Je vous lirai avec plaisir dans les commentaires et on continuera cette série dans le temps pendant que vous likez, que vous vous abonnez et on se retrouvera donc très vite pour une nouvelle vidéo.